Un des Camerounais voulut lui remettre les passeports de 2 compatriotes qui s'étaient éteints dans les airs arides impitoyables du désert saharien pour qu'il les rapportât après la réunion de Dakar aux parents des défunts à Douala. Sius ne voulait pas être porteur de nouvelles macabres. Néanmoins, il accepta de porter les lettres. Ils gribouillèrent pour la énième fois une lettre sur du papier que Sius leur avait remis. Le tout fut glissé dans des enveloppes de fortune achetées à prix d'aluminium chez un boutiquier. Sius plongea la main dans son portefeuille et retira un billet de la liasse ténue qui s'y trouvait et le remit à un des 4 kidam. Sius se sentit l'âme d'un messie, tant était pathétique le mouvement d'ensemble fait de prosternation et de génuflexion que les 4 Rastakouais exécutèrent pour exprimer leur gratitude. Sius était loin d'être radin. Donner à autrui était pour lui chose naturelle, mais il avait très rarement éprouvé une telle impression d'avoir posé une bonne action. Le soleil se couchait. Le ciel de Diboli, qui, 2 heures plus tôt, était assombri par de gros nuages noirs, dévoilait peu à peu une étendue indécise dans laquelle le bleu se mélangeait à l'orange ocre du jour qui se meurt. Sius fumait cigarette sur cigarette. Finirait-il comme les pauvres diables de Bamako? Ou alors succomberait-il à la faim et à la soif sous la chaleur horrible de quelques déserts frontaliers? Non, il fallait tenir bon et être optimiste. Il pensa alors au message laconique qu'il avait griffonné et remis à Eric, un Togolais humaniste qui se rendait à la réunion de Dakar, à laquelle lui aussi souhaitait en prendre part. Il s'était lié d'amitié dans le bus d'où il avait été si honteusement débarqué. Ce bus était peut-être déjà à quelques heures de sa destination finale. Le message était destiné à Joanna. Sius se leva du tabouret, chancela comme un homme ivre, retrouva l'équilibre et entra dans le bureau où devisaient gaiement les 2 policiers qui venaient d'enregistrer dans la main courante son nom, son pays d'origine, sa profession, son âge et le motif de sa présence sur le sol malien. S'il vous plaît, y aurait-il une cabine téléphonique dans cette ville, dans ce village? Oui, monsieur, je m'apprête à rentrer chez moi. Je vais vous y accompagner. Ce oui avait surpris Sius car Diboli ne payait pas de mine. C'était un de ces hameaux en marge de tout développement technologique, fait de massures délabrées qui traduisaient à l'envi la misère des habitants. C'était le dernier lieu où Sius serait attendu à trouver une cabine téléphonique. Laissez-moi vous aider à porter ce sac, proposa le policier. C'est en trimballant péniblement la mallette qui contenait pour l'essentiel quelques brochures de l'association qu'il allait représenter à Dakar que Sius atteignit ce qui tenait lieu de cabine téléphonique, ce sésame d'où viendrait son salut. Il s'y était engouffré comme un beau diable, avait ouvert à la hâte sa mallette pour y retirer la lettre d'invitation sur laquelle figurait le numéro de téléphone du Sénégalais Ousmane Gueye, l'organisateur principal de la première régionale humaniste africaine. Quelques brochures s'étaient retrouvées éparpillées sur le sol nu suite à ses gestes désordonnés. Il n'en avait cure. Il composa le numéro. Le téléphone sonna. Il avait l'impression qu'il sonnait à l'autre bout du monde. Il soufflait comme un phoque. On aurait dit que le diable en personne était à ses trousses. Allô? C'est Sius. Ah, vous avez pu traverser la frontière? Eric le Togolais nous a raconté votre mésaventure. En réalité, le numéro à partir duquel Sius appelait était un numéro du Sénégal. Il ne saura peut-être jamais par quel subterfuge le gérant de la cabine l'avait eu. D'ailleurs, pourquoi aurait-il cherché à le savoir? Non, je suis encore à Diboli au Mali sans le moindre sou. Je suis en très mauvaise posture et je ne pourrai pas tenir longtemps. Je peux comprendre ça. Joanna est au fait de ta situation. Ensemble, nous ferons de notre mieux pour te sortir. La communication s'était interrompue. De grosses gouttes de sueur perlaient sur le crâne, le front et la poitrine de Sius. Il avait gardé jalousement le combiné collé à l'oreille. Il le reposa doucement sur son support. « Seigneur, que ta volonté soit faite, avait-il dit à voix haute. Sius n'était pas un foudre de foi,
Mais il ne se rappelait plus le nombre de Notre Père, Je vous salue Marie et autres prières qu'il avait récitées machinalement depuis qu'on l'avait refoulé à la frontière. Il sortit de la cabine téléphonique, alluma une autre cigarette. Il ne les fumait pas. Il les mangeait littéralement car il avait à la bouche un goût épais de tabac et de soufre. Le téléphone avait sonné sans qu'il l'entende. « Hé, messieurs, c'est à vous !» Sios faillit se renverser dans la course folle qu'il entreprit pour reprendre le combiné. « Sios, ne t'éloigne pas du téléphone » avait dit une voix bienveillante. « Nous allons entrer en contact avec toi sous peu. » Mesdames, messieurs, vous êtes priés d'attacher vos ceintures. Nous allons bientôt traverser une zone de turbulence. Merci. C'était la voix du commandant de bord de Toumaï et Tchad à destination de Douala au Cameroun. En se pliant à l'injonction du commandant, Siou se rendit compte que son voisin avait complètement retiré sa cravate et retroussé les manches de sa chemise. Il se nettoyait le visage à l'aide d'un mouchoir en papier. « Tu sais, Sius, déclara-t-il presque sur le ton de la confidence. Mon épouse est camerounaise comme toi. Je l'aime beaucoup et j'ai hâte de la retrouver. » C'est la première fois qu'il tutoyait Sius depuis le début du voyage. « Ah bon ?» s'était étonné Sius. « Elles sont entreprenantes, mes sœurs camerounaises. Mon épouse et mes enfants me manquent aussi beaucoup. » Sius ne put s'empêcher de se dire intérieurement « Seules les unions de cœur et de chair semblent réussir pour l'instant en Afrique. L'union des peuples et des nations est encore bien loin. Mais c'est peut-être de la progéniture des couples transnationaux que viendra une véritable intégration africaine. » Après quelques minutes de silence, Dieu l'abbé prit la parole. « Ton ami sénégalais et Joanna, t'ont-ils rappelé? As-tu pu rejoindre Dakar ce jour-là même? » La nuit commençait à envelopper Diboli. Le gérant et propriétaire de la cabine téléphonique comptait fermer son entreprise. Seydou, puisqu'il s'agissait de lui, s'était montré très coopératif et aimable. Il fermait plus tard que d'habitude. Le téléphone n'avait plus sonné et sa veuve de mère risquait de s'inquiéter à la maison. Depuis le décès de son père, il s'occupait de sa vieille mère rhumatisante et de sa sœur qui venait d'atteindre l'âge de la puberté. Il fallait veiller sur elle. Supplia en vain Seydou de le laisser dormir dans la cabine. Seydou était méfiant. Il n'était pas question qu'il l'amène chez eux ou qu'il le laisse dormir dans la cabine. Niet. Cette cabine téléphonique représentait pour Sius une véritable bouée de sauvetage, une issue de secours, la dernière source d'espoir à laquelle il pouvait encore s'abreuver dans ce bled perdu. D'autres surprises là peut-être. « Est-ce qu'il y a une auberge ici ?» se risqua-t-il à demander. « Une auberge, c'est quoi ?»« Un endroit où je peux payer pour dormir. »« Je vais te laisser au garage. » Était-ce le nom d'une auberge? Ou alors, parlait-il d'un véritable garage où l'on dépanne les véhicules?